Bonjour, je m'appelle Catherine Coste, je travaille pour le groupe Tencent, groupe chinois d'informatique, et qui est assez actif aussi dans le domaine de la santé. Donc je m'intéresse en fait à coordonner des projets de communication grand public pour présenter le travail de start-up à l'intention de la population. Alors essentiellement pour la population asiatique en langue anglaise, mais l'idée, c'est que les startups communiquent beaucoup pour leurs investisseurs, du moins ils essayent, mais moins pour le grand public. Alors moi, j'essaye un petit peu de présenter ce qui se passe notamment dans le domaine de la santé. Alors, j'ai eu des questions sur la médecine génomique de précision, ou toutes les nouveautés en ce qui concerne le cancer. Alors, je voudrais vous faire un point en sept petits mots-clés comme ça pour que vous compreniez la médecine génomique de précision. Donc toutes les nouveautés en cancérologie déjà applicables et déjà appliquées en France. Et oui, cela existe. Donc, Cancer Reboot, comprendre la médecine génomique de précision en 7 points, c'est parti. Premier point, organes, vous avez dit organes. Alors on a tous entendu, il ou elle a un cancer du sein, de la prostate, du poumon. Pourtant, les progrès de la médecine montrent que le cancer est une maladie de la cellule et non de l'organe. Les maladies qui touchent un organe, en vrai, pour tout vous dire, on a un peu de mal à trouver un exemple, parce qu'il n'y en a pas tant que cela. Cirrhose du foie, pas sûr. Malformation cardiaque, il y en a d'origine génétique. Alors peut-être qu'aujourd'hui on les soigne par transplantation, certaines, demain on ne les soignera pas avec une transplantation parce que maintenant on sait le trajet génétique, tous les tenants et aboutissants au niveau cellulaire de ces maladies, donc on va pouvoir imaginer et mettre en place d'autres traitements. On ne peut pas citer non plus l'insuffisance rénale, menant à la dialyse ou à la transplantation, car certaines maladies touchant les reins sont d'origine génétique. Les maladies de la prostate, pas sûr non plus. Peut-être la cataracte alors. La cataracte, en effet, est bien localisée à l'œil. Le cristallin s'opacifie avec l'âge. On le remplace par un cristallin artificiel. Affirmer que le cancer est une maladie de l'organe, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on comparait cela à une fracture du col du fémur ou à une jambe cassée. Voilà, alors là, c'est bel et bien localisé au niveau du col du fémur ou de la jambe. Encore que si la fracture est causée par l'ostéoporose, qui implique gènes et épigénétique. L'épigénétique, ce sont les manettes de commande de nos gènes qui vont se mettre à coder des protéines. On n'est plus dans la localisation pure et dure sur le plan scientifique, localisée à l'organe entre guillemets. Donc vous voyez l'idée. Localiser une maladie au niveau d'un organe tout en étant dans le vrai sur le plan scientifique n'est pas simple. En ce qui concerne le cancer, longtemps on a localisé sa survenue au niveau d'un organe parce que c'est là que l'imagerie médicale l'a pris en photo, l'a pris la main dans le sac, si vous voulez. Si vous surprenez un cambrioleur devant la vitrine d'une bijouterie, il se peut qu'il y passe en vélo, moto, voiture, juste au moment où vous le voyez. Ça ne veut pas dire que le méfait n'ait pas été accompli ailleurs, chez un particulier, dans un magasin IFI, ou bien le méfait a été accompli dans la bijouterie, mais pas seulement. Donc vous le prenez dans la main, dans le sac, à l'instant T, mais cela ne vous donne pas la vue d'ensemble pour vous permettre de clôturer l'enquête. L'instantané fourni par la médecine de l'organe ne fournit pas assez de précision. Encore que cette comparaison n'est pas tout à fait satisfaisante. Prenons-en un autre. Si vous avez une inondation chez vous, dans une pièce donnée, vous allez trouver la cause et traiter localement, car c'est bien de son eau qu'il faut débarrasser la pièce ayant subi le sinistre. Or, ce n'est pas la pièce qui est en cause, c'est le petit bout de tuyau qui fuit. Et là, en médecine de l'organe, on cherche l'organe et on cherche à traiter au niveau de l'organe. Ce faisant, on va traiter l'effet et non la cause. Car la véritable cause est en fait au niveau de, et oui, la cellule. On passe de la médecine de l'organe à la médecine de la cellule, ce qui va nous permettre plus de précision. Plus de précision, cela va nous permettre de passer d'une médecine curative à une médecine préventive. Donc ça, c'était le premier point. Organe, vous avez dit organe. Deuxième point, déterminer la destination.
Comment trouver le but à atteindre en cas de maladie? Avant, le diagnostic reposait sur le seul médecin. Aujourd'hui, vous avez des aides au diagnostic sous la forme d'une AI, d'une intelligence artificielle, donc qui va aider le médecin à établir un diagnostic. Un bon exemple de cela, vous avez la société suisse fondée par un biologiste français, Jurgi Camblong. Cette société s'appelle Sophia Genetics, Sophia comme la déesse de la sagesse en Grèce. Et vous avez le groupe Centogène en Allemagne. Voilà. Ils sont basés à Rostock. Donc il est très difficile quand on est patient de dénicher ces informations, de trouver les contacts adéquats. C'est pour ça que ici je vais mentionner quelques sociétés clés, start-up entre guillemets ou sociétés, et surtout vous fournir un genre de boussole parce que quand on entend des bribes d'informations à la radio, télé, journaux, réseaux sociaux, alors on entend par là liquid biopsies, ici on entend genomic profiling, là on entend profilage tumoral de la tumeur, séquençage ADN, séquençage ARN, guide RNA, CRISPR, et du coup on est le client dans le magasin Ikea sans le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on a tout en kit et on n'a aucune idée de quel meuble on veut, comment on va le monter, et ce qu'il nous faut exactement et comment on va s'en sortir. Voilà. Donc c'est mon objet aujourd'hui. Donc pour l'aide au diagnostic médical, s'appuyant sur les dernières connaissances scientifiques, vous avez Sophia Genetics en France ou Centogène en Allemagne. Donc, en gros, Centogène est impressionnant parce que si vous allez sur leur site internet, donc ça s'écrit, c'est Centogene pour ceux qui parlent allemand, C-E-N-T-O-G-E-N-E, donc C-E-N-T-O-G-E-N-E, comme un gène. Vous tapez par exemple lung cancer, le cancer du poumon, et vous allez avoir tout de suite, dans la rubrique, si vous rentrez cette information dans la catégorie patient, vous avez la catégorie patient et médecin sur leur site, vous allez avoir les gènes, les zones génétiques à tester. Donc ça va donner une idée déjà précise comme un zoom de ce qu'il va y avoir à faire. Donc ça vous donne une indication sur les tests à réaliser. Dans le jargon, on parle de profil protéomique de la tumeur, de genetic profiling tumoral. Il faut savoir qu'une tumeur cancéreuse va changer de tenue vestimentaire, si je puis dire, comme une chanteuse qui serait un peu on steroids. Vous voyez qu'il y a un agenda hyper booké et qui, au cours du même concert, va devoir porter 50 costumes différents. Donc votre tumeur cancéreuse, elle va changer de tenue vestimentaire de nombreuses fois au cours de la maladie. Or, la tenue vestimentaire, entre guillemets, de la tumeur, et c'est ce qui va aider à déterminer le traitement anti-cancer, par la chimiothérapie par exemple. L'information est donc importante pour pouvoir choisir parmi tout un arsenal de traitements possibles. Plus on attend, plus la tumeur se change de tenue ou mute. Donc une seule biopsie réalisée au début du diagnostic ne suffit pas, vous le réalisez bien. C'est comme une photo prise à l'instant T. Or, entre-temps, la tumeur sera passée au vestiaire et aura changé de tenue une bonne centaine de fois. Donc, comme une biopsie est un examen invasif, puisqu'il s'agit de prélever un bout de tissu sur la tumeur à l'intérieur du patient, on ne peut peut-être pas le répéter à volonté pour prélever encore et encore des bouts de tissu ou de peau chez le patient. D'où la nécessité de pousser le diagnostic à l'aide d'outils à la fois biologiques et informatiques. Et c'est ce que font Centogène et Sophia Genetics en étant dans la partie informatique. Alors une fois qu'on a le diagnostic, l'aventure ne fait que commencer, car il reste à choisir, s'il existe, le bon traitement. Mais au moins, on est sur les bons rails. Et bravo au passage, car vous venez de découvrir la notion au cœur de la médecine de pointe aujourd'hui. L'alliance du wet lab, donc laboratoire biologie avec les éprouvettes, donc les liquides, on est dans les choses concrètes, mouillées, liquides, le wet lab, et le dry lab, le laboratoire de numérisation de la biologie, le laboratoire sec. On n'est pas dans les éprouvettes et l'étude d'essai. Donc vous avez l'alliance du wet lab et du dry lab. Voilà, c'est la notion même au cœur de la médecine de pointe. Parce qu'en fait, il est aussi important
que en même temps qu'on a la biologie, on la numérise. Aujourd'hui, on numérise tout ce qui est biologique, tout ce qui bouge au niveau le plus petit, au niveau de la cellule. On fait des tas de choses avec ça. Et après, on se sert de l'AI, évidemment, pour avoir des informations. Quand je dis évidemment, c'est loin d'être simple. Donc en fait, la patate chaude qui est au cœur de la médecine génomique de précision, c'est bel et bien ce mariage entre deux choses très différentes, a priori, le wet lab, la biologie, le laboratoire de biologie, et le dry lab, le laboratoire de numérisation de la biologie. Ça, c'était mon deuxième point. Donc, comment s'orienter? Le troisième point, maintenant qu'on est sur les bons rails, touch on wood, il faut offrir un GPS fonctionnel. Donc, il faut aider le médecin à choisir le bon traitement, maintenant qu'on a le bon diagnostic. Et vous savez bien que les chimiothérapies peuvent être invasives et entraîner des séquelles de santé importantes pour le patient. Heureusement, des outils et des tests existent. Donc, l'oncologue ou cancérologue pourra se faire aider en France par les tests d'OncoDNA. OncoDNA, c'est une société ou start-up basée en Belgique, fondée par un Français, Jean-Paul Detif. Donc, vous avez OncoDNA, comme l'ADN en anglais, vous inversez les lettres, DNA. En effet, il existe un nombre très important de chimiothérapies différentes, sans compter la combinaison de différents médicaments ou molécules. Donc si vous essayez tout ça sur le patient au hasard, au petit bonheur, la chance, dans l'ordre et dans le désordre, vous êtes un petit peu dans le sadisme, le crime, l'assassinat, enfin, je vous laisse choisir. Donc OncoDNA joue ce rôle. Il va aider le patient à cibler, le médecin à cibler le traitement pour chaque patient. Donc il s'agit d'effectuer des tests sur chaque patient et de ces tests découlent des informations importantes permettant aux soignants d'anticiper quels traitements au singulier ou au pluriel ont ou a les meilleures chances de marcher pour chaque patient. Bon, imaginez que vous deviez vous rendre à la poste. Vous allez passer uniquement par les grands boulevards car vous vous dites qu'ainsi vous allez passer de toute façon, vous allez trouver, vous orienter avec plus de facilité, de gain de temps, qu'en passant par les petites routes. Vous arrivez au bout d'une avenue et vous demandez, alors c'est bien là la poste? Ah non, pas du tout. Alors vous prenez une autre avenue, vous recommencez la chose et vous reposez la question. Et ainsi de suite. Et d'avenue en avenue, vous tâchez de vous orienter. Et le dialogue, suis-je arrivé à la poste? Ah non, pas du tout. Se répète, comme ça, un peu en boucle. Et enfin, épuisé, vous arrivez. Trop tard, le bureau de poste est fermé depuis une bonne demi-heure. Ou pire, on vient de vous claquer la porte au nez pour cause de fermeture. On ferme, repassez demain. C'est un peu cela que la société OncoDNA permet d'éviter. Elle fournit un GPS au médecin. Vous l'utilisez, donc votre médecin l'utilise, et vous avez les meilleures chances d'arriver par le chemin le plus court, incluant les petites routes, au bureau de poste avant sa fermeture. Autrement dit, cela vous met dans les mains les éléments permettant de déterminer les meilleures options de traitement pour un patient donné, si vous êtes un oncologue ou cancérologue. Alors, ça, c'était mon troisième point, le GPS. Fournir un GPS opérationnel. Je passe au quatrième point, les lignes de traitement. Alors, ce qu'en jargon, donc cancérologie, on appelle les lignes de traitement, ce sont en fait les traitements, les intentions de traitement, première intention, deuxième intention, troisième intention. On peut aller très loin comme ça, 8, 10, 11, probablement même jusqu'à ce que le patient décède. Donc, les lignes de traitement ou chimiothérapie, en fait les chimiothérapies. Alors votre GPS a fonctionné, voir le troisième point, cela veut dire que votre médecin a pu trouver la bonne ligne de traitement, la chimiothérapie dans votre cas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Vous avez donc une ligne de traitement qui a fonctionné, vous avez des médecins qui commencent à présenter des cas concrets de patients. C'est un peu des pionniers en France.
Donc il y a eu un médecin récemment, Jean-Philippe Wagner, qui est dans un centre d'oncologie, dans une clinique de cancérologie privée dans le nord de la France, à Dunkerque, qui a fait des tests pilotes et qui a présenté les résultats tout récemment, au mois de juin 2018, de ces tests pilotes. Voilà. Donc en fait, la data qu'il a, donc les données, sont consistantes avec un bénéfice optimal en termes de santé publique et pour les patients qui sont en échec thérapeutique après la première ligne de traitement. Donc la première récidive de cancer. Voilà. Alors on va analyser un petit peu ces résultats. Donc si vous lisez mon article disponible en chronique biomédicale à mon nom, Catherine Coste, dans Medium, vous allez pouvoir visionner cette vidéo sur YouTube qui fait à peu près un quart d'heure. Et les résultats montrent que pour une minorité de patients, suivis par ce médecin donc spécialiste en cancérologie, les tests OncoDNA ont permis de choisir le bon traitement, donc de prendre l'orientation, le choix optimal, afin de limiter les pertes de chance pour le patient, dès l'échec de la première ligne de traitement, donc le traitement de chimiothérapie de première intention, suivi par la récidive de la maladie. Cet échec de la première ligne de traitement survient pour une minorité de patients, mais lorsqu'il survient, les tests d'OncoDNA ont aidé plus de 80% de ces patients, des patients qui appartiennent à cette minorité. L'information a son importance, étant donné que parmi les très nombreux cas de cancer, la minorité de patients représente un nombre important de patients. C'est d'ailleurs ce que rappelle le médecin dans sa vidéo. Alors ces tests coûtent entre 1 000 et 5 000 euros, ne sont donc pas un traitement, mais permettent de cibler pour aider à trouver le meilleur traitement possible. Donc entre 1 000 et 5 000 euros, ils peuvent parfois être partiellement pris en charge par la Sécu. Et donc j'attire votre attention sur le fait que minorité ici est à comprendre en nombre relatif et pas en nombre absolu, puisque c'est une minorité parmi un très grand nombre de patients. Donc ça représente de toute façon un nombre qui est loin d'être négligeable de patients. Donc il n'existerait qu'OncoDNA à fournir en France ce genre de test pour le moment. Pour les USA, il existe de plus amples choix. Donc pour le moment, moi je me concentre sur la France. Donc pour le médecin présentant ces résultats, donc dans la vidéo dont on a parlé, il faudrait tester le patient avec les tests OncoDNA juste après l'échec de la première ligne de traitement. C'est là que, en termes de santé publique, les tests OncoDNA auraient une utilité optimale. Donc il s'agit ici d'une étude pilote faite par un pionnier français. Je trouve que ce médecin peut être remercié pour sa transparence. On sent qu'il a vraiment considéré le patient comme un copilote, en tâchant d'expliquer à chaque étape les enjeux, options et buts à atteindre, ainsi que les doutes et incertitudes et risques au mieux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il montre les stratégies financières des patients pour lever les fonds, parce que comme vous vous en doutez, Dunkerque n'est pas la région la plus riche de la France et donc ne concerne pas principalement les CSP à haut revenu, bien au contraire. Donc c'était ici la ligne de traitement, le point 4, ligne de traitement, donc chimiothérapie. Ensuite, 5e point, cancer du sein, un cas à part. Toujours d'après le médecin, présentant les résultats de son étude de terrain, impliquant des patients, dans le webinar, donc la vidéo YouTube, le cancer du sein présenterait un cas à part. D'abord parce qu'un nombre important de cas ne nécessite pas de chimiothérapie en traitement, mais à la place un traitement hormonal. Il faudrait donc appliquer les tests OncoDNA aux patientes et patients touchés par un cancer du sein avant la première ligne de traitement, et non après l'échec de la première ligne de traitement, donc de la première chimio. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il se peut que le patient ou la patiente n'ait pas besoin de chimiothérapie, qu'un traitement hormonal fasse le job et lui épargne les lourds effets secondaires pouvant survenir suite à la chimiothérapie. Attendre l'échec de la première ligne de traitement, chimiothérapie donc,
pour tester le patient ou la patiente ne fait donc pas sens, car cela représente une importante perte de chance pour le patient ou la patiente. Donc on est un peu en train de découvrir, si vous voulez, qu'il y a, pour cibler le cancer du sein, d'autres thérapies que les chimios. Il y a aussi des thérapies biologiques où les patients donc, vont être traités avec des thérapies hormonales pour être mieux adaptés à leur cas. Et dans ce cas-là, vous entendrez le nom de médicaments comme tamoxifène ou létrozole, et qui ne sont pas des chimiothérapies. Nuance importante. Voilà. Donc vous avez en fait, pour être un petit peu plus technique, des inhibiteurs de certains types de récepteurs ou d'enzymes dans le cancer du sein qui empêcheront la progression du cancer. Et ces inhibiteurs seront donnés aux patients qui ont certains types de récepteurs, parce qu'évidemment ça ne marchera pas sur d'autres. Donc vous voyez un peu le degré de précision que permet cette médecine au niveau de la cellule. Parce que tant qu'on était à la médecine de l'organe, qui disait suspicion même de cancer du sein, hop, chimio. Et vous pouvez avoir des séquelles importantes. Par exemple, avant, beaucoup de femmes dans les décennies précédentes ont été opérées pour un éventuel cancer du sein et qui les laissent aujourd'hui avec un gros bras parce qu'il n'y a plus les ganglions sentinelles aux aisselles. Et donc elles font des lymphangites à répétition qui les contraignent à prendre des antibiotiques. Ces antibiotiques, on est un peu en pleine crise d'antibiotiques au niveau de la santé publique où c'est difficile d'avoir des antibiotiques qui marchent. Enfin, vous voyez un peu dans les problèmes dans lesquels on peut rentrer en termes de santé publique et qui font qu'on a intérêt à aller vers cette médecine qui permet d'affiner. Voilà, même si on en est encore un petit peu au début en France, car ce médecin dans sa vidéo rappelle qu'il est très difficile pour des patients d'accéder à des essais nationaux qui sont encore très verrouillés et que l'accès au séquençage génétique est encore très très limité et très difficile et que beaucoup de centres d'oncologie en France, de cancérologie, ne peuvent pas fournir cet accès à leurs patients. Néanmoins, le médecin qui présentait ses résultats dans la vidéo innovante, donc Odiana, a bien précisé qu'il a pu faire les tests et faire bénéficier tout de même 80% de ses patients des bénéfices de ce test dans le choix des traitements ultérieurs. Donc, en clair, ça sauve des vies. Voilà. Donc ça c'était le 5e point, cancer du sein, un petit peu un cancer à part, puisqu'on va mettre le curseur en termes de santé publique, non pas après l'échec de la première ligne de traitement, mais avant la première ligne de traitement. Donc après ce 5e point, le cancer du sein, un cas à part, nous avons le 6e point, la cancérologie ou l'oncologie, un terrain multidisciplinaire où la médecine n'est qu'un des membres d'orchestre. Qu'un des membres de l'orchestre. Par le passé, le cancer était un domaine médical, vous serez bien d'accord avec moi, médical, chirurgical, mis à part l'imagerie médicale, pas d'autres acteurs, en tout cas du vivant du patient. Après, on peut avoir les pompes funèbres, mais bon, du vivant du patient, on a quand même grosso modo que le corps médical. Aujourd'hui, on peut numériser tout le corps humain, toute la biologie au niveau de la cellule, et on met au point à partir de ces données des algorithmes permettant de chercher de nouveaux traitements, de trouver d'autres usages à des médicaments existants, de relier certaines maladies étiquetées en fonction de leurs organes, insuffisance rénale ou hépatique, cancer du côlon, ou même caractéristiques mentales, anorexie, schizophrénie, dépression, autisme. On trouve des responsables au niveau de la cellule humaine qui sont communs à des maladies pourtant étiquetées bien distinctes. Si vous avez une anorexie, c'est pas la même chose que vous avez une schizophrénie. Vous êtes bien d'accord, une dépression, un autisme. Et pourtant, sur le plan génétique, c'est un peu une destination omnibus dans certains cas. Donc, on perd un peu cette notion d'étiquette bien distincte. Autrement dit, un même train, une mutation génétique par exemple, peut desservir plusieurs gares, maladies. Il n'y a pas qu'un seul train par gare, ce qui impliquerait que chaque train aurait un terminus, jamais le même,
Aujourd'hui, on sait qu'il y a des recoupements entre plusieurs maladies, n'ayant a priori, aux yeux de la médecine de l'organe, pas grand-chose à voir entre elles. Et qui cherche ces recoupements ou responsables communs? Eh bien, c'est là que l'éventail, vous allez voir, ne se limite pas du tout aux médecins. On a la physique des particules, la microbiologie, la génétique, l'épigénétique, donc qui est manette de commande de la biologie, où là on va de surprise en surprise, on trouve des choses absolument hallucinantes. C'est une science très jeune. On a aussi les informaticiens ayant des connaissances en matière de programmation informatique, les bioinformaticiens connaissant à la fois de la biologie et du langage de programmation informatique. Donc tout ce monde-là met la main à la pâte et doit s'organiser, last but not least, pour travailler ensemble. Donc on dit souvent la génétique, c'est des probastats, donc une science mathématique de probabilité statistique, avec par exemple le langage informatique dédié qui est un outil très puissant, notamment en génétique, en génomique ou génétique des populations. Vous avez le langage dédié RStat par exemple. Donc c'est un outil très puissant, la population, la genetics, la population genomics, donc la génomique des populations. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va pouvoir prédire au niveau d'une population, d'un pays donné, toutes les trajectoires que prennent une maladie comme le cancer du sein ou l'Alzheimer ou Parkinson, etc. C'est vraiment quelque chose qui est aussi puissant en découverte de sciences jeunes et récentes que l'épigénétique, qui sont ces fameuses manettes de commande qui vont activer ou mettre en silence certains de nos gènes, qui vont se mettre du coup à coder des protéines dans l'organisme ou à ne plus les coder. Vous voyez un peu l'importance de la chose. Et tout ça, la médecine de l'organe, évidemment, c'est pas du tout des paysages auxquels elle avait accès. Voilà. Donc les biologistes utilisent beaucoup le langage de programmation informatique Python et ses librairies dédiées, par exemple. Donc vous avez aussi un Ruby qui est pas mal utilisé chez les universitaires, mais quand même Python commence à prendre le pas. MATLAB et RStat sont des outils très utilisés chez les universitaires, donc à la Harvard Medical School ou MIT, etc. Et puis évidemment chez nous à Pasteur. Plus on avance dans les découvertes de la médecine, à l'échelle de la cellule humaine, et plus il est besoin de traducteurs de jargon moléculaire pour le grand public, et de collaboration entre des domaines jugés comme épars, tels la physique, la biologie, la chirurgie, la médecine, les sciences de l'environnement, la microbiologie étudiant le microbiome, lequel serait, selon certains, un nouvel organe que l'on vient de découvrir, parce qu'il regroupe l'ensemble des microbes du corps humain qui interagissent avec le corps humain, qui se situent dans et sur le corps humain. Les maths, last but not least. En effet, des maths a découlé la science informatique. Toute la computer science, tout ce qui est science informatique découle des maths. Et de cette dernière, on a mis au point la blockchain. Vous avez entendu ce terme buzz. La blockchain, c'est en fait un notaire. Ça joue le rôle d'un notaire permettant de garantir, de sécuriser des échanges de données médicales, par exemple entre le patient et un médecin. Et de la science informatique, on a donc la blockchain qui découle et l'AI, l'intelligence artificielle. Enfin, de cette dernière, donc de l'AI, découle le machine learning et le deep learning. Vous voyez donc que Sophia Genetics, société suisse fondée par un Français, fournissant aux médecins des aides au diagnostic sous forme d'intelligence artificielle, c'est au moins autant des maths que de la médecine. Donc ça, c'était le 6e point. Donc la médecine n'est plus seule sur ces domaines médicaux. Elle est un des membres d'un orchestre symphonique, beaucoup plus grand, philharmonique même si vous voulez. Le 7e point, et le point sur lequel je terminerai pour aujourd'hui, ceinture de sécurité pour tout le monde. Nous parlions plus haut donc de minorité et de majorité de patients sur les lignes de traitement, les chimiothérapies.
Alors, petite réflexion, la ceinture de sécurité dans la voiture, cela ne sauve que ceux qui auront un accident. Pour autant, tout le monde doit la porter car on ne sait pas à l'avance qui va en bénéficier. C'est une petite gêne pour tout le monde, mais un grand bienfait pour les conducteurs et passagers qui, hélas, expérimenteront une collision ou un accident. En matière de cancer, il y a ceux qui répondront bien au traitement anticancéreux couramment prescrits si vous voulez, et ceux pour qui les anticancéreux n'auront pas l'effet thérapeutique escompté. Dans notre comparaison avec le port de la ceinture de sécurité, il s'agit du groupe des accidentés. Appliquer un dépistage génétique à tous les diagnostics de cancer sera certes une petite gêne pour la majorité, mais cela permettra de s'assurer que l'on s'oriente dans la bonne direction en ce qui concerne la minorité. C'est important car les traitements sont lourds, la minorité, on l'a vu, c'est une minorité importante. Ces traitements, donc on l'a vu, sont épuisants pour l'organisme déjà atteint par un cancer, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc subir un retard pour bénéficier de la bonne chimio, c'est une perte de chance. Et vous me direz, s'il n'y a pas de bonne chimio, c'est en effet possible, de bons traitements. Et bien même dans ce cas, même s'il n'y a pas de traitement adapté, chimio, radiothérapie, chirurgie, traitement hormonal, cyberknife, on peut parler de perte de qualité de vie et de chance de survie pour ces patients-là qui risquent d'être épuisés par des chimiothérapies lourdes, grevant leur qualité de vie et douloureuses. Voilà, pour les minoritaires donc. Alors la réponse en termes de santé publique, maintenant vous me demanderez, eh bien elle serait donc la suivante, d'après le médecin travaillant avec les tests OncoDNA, faire les tests aux patients en échec thérapeutique après la première ligne de traitement, avant de commencer la seconde ligne de traitement, car c'est là qu'on ne va pas aller au petit bonheur la chance, mais qu'au contraire, on aura une vue beaucoup plus nette suite au test pour savoir où est-ce qu'on va s'orienter, le fameux GPS de qualité. Donc faire ces tests aux patients en échec thérapeutique après la première ligne de traitement. Une exception, nous l'avons vu, le cancer du sein, car un nombre non négligeable de cas ne nécessite pas une chimiothérapie. On ne va donc pas leur imposer une chimio invasive dont ils ou elles n'ont pas besoin pour les tester ensuite. En termes de santé publique et de chance pour le patient, cela serait bien entendu absurde. Car il faut savoir qu'il peut y avoir 7, 8, 9, 10, 11 lignes de traitement. Vous imaginez un patient dont on ne sait pas ce qui l'a tué le premier, son cancer ou bien les chimios mal à propos. Voilà, c'était donc comprendre la médecine génétique de précision en 7 points. Cancer reboot, vous voyez qu'on est vraiment dans des choses, on descend au niveau de la précision vers des, on va dire, des territoires inconnus, mais on peut déjà plus parler de médecine de l'avenir car il y a des médecins pionniers français qui travaillent avec des startups ou des sociétés pionnières européennes, notamment dans ces domaines, que déjà des choses sont faites pour sauver la peau de patients et que donc il y a bien un frontline, une ligne, on va dire, d'avant-garde qui déjà essaye des choses avec les instruments existants, tant en AI qu'en médecin, qu'en connaissance, qu'en médicaments, qu'en arsenal thérapeutique, qu'en chimio, etc. Et donc, on est certes au début de l'aventure, mais l'aventure a bel et bien commencé, et donc cela vaut la peine de la suivre, de la tenter si vous connaissez des gens dans votre entourage, et donc d'anticiper un petit peu que tout ce qui est cancérologie ne va plus s'attacher au seul organe qui donne une vision trop floue et qui entraîne des traitements trop invasifs pour une frange de la population touchée, et qu'on va descendre à une échelle beaucoup plus petite, celle de la cellule. Voilà, c'était ma chronique biomédicale Cancer Reboot. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle chronique biomédicale. Merci, au revoir.